Une famille qui prit ensemble Julien Deschamps se tenait immobile dans l'embrasure de la porte de sa villa à Aix, en Provence, les mains encore sur la poignée de son sac de voyage. Sa cravate pendait mollement après 18 heures de vol depuis Tokyo. Les négociations s'étaient été conclues plus vite que prévu, et une étrange sensation dans la poitrine l'avait poussé à rentrer chez lui 3 jours plus tôt. Maintenant, il comprenait pourquoi. Devant lui, sur le tapis bleu doux de la chambre des enfants, Amélie Dubois, la nouvelle nourrice, était à genoux. Sa robe noire simple, avec un tablier blanc, contrastait nettement avec l'élégance de la pièce. Mais ce n'était pas son apparence qui lui coupait le souffle. C'étaient ses enfants Léo et Héloïse et Théo agenouillés, à ses côtés les mains jointes, les yeux fermés dans un calme qu'il n'avait jamais vu sur leur visage. « Merci pour cette journée, dit Amélie d'une voix douce et mélodieuse. Merci pour la nourriture qui nous nourrit et le toit qui nous protège. Merci pour la nourriture, répétèrent les 3 enfants en chœur. Julien sentit ses jambes vaciller. Maintenant dites adieu ce qui vous a rendu heureux aujourd'hui, poursuivit Amélie. Léo entr'ouvrit un œil, jeta un regard à ses frères et sœurs, puis le referma. Ça m'a rendu heureux quand Amélie m'a appris à faire des biscuits, dit-il timidement, mais clairement. Moi, ça m'a rendue heureuse de jouer dans le jardin, ajouta Héloïse, la voix pleine d'enthousiasme. Théo, le plus discret des 3, hésita. Finalement, il murmura. Moi, ça m'a rendu heureux de ne plus avoir peur la nuit. Le sac de voyage glissa des mains de Julien et atterrit sur le sol avec un bruit sourd. Amélie ouvrit immédiatement les yeux. Son regard sombre croisa le sien à travers la pièce. Pendant 3 secondes, qui parurent une éternité, aucun des 2 ne bougea. Les enfants ouvrirent aussi les yeux. « Papa » cria Héloïse en se levant d'un bond. Les autres suivirent courant vers lui et enlaçant ses jambes de leurs petits bras. Julien les serra machinalement, mais ses yeux restèrent fixés sur Amélie. 4 semaines. Il n'avait fallu que 4 semaines pour qu'elle transforme ses enfants, des enfants qui, depuis le départ de leur mère 3 ans plus tôt, étaient devenus sauvages, en colère perdue. Monsieur Deschamps dit Amélie en se levant lissant son tablier. Nous ne vous attendions pas avant vendredi. Julien corrigea la voix rauque. J'ai terminé plus tôt. Léo tira sur son pantalon. Tu veux prier avec nous, papa? Julien se figea. Prier. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait prié, peut-être enfant peut être jamais. Je dois, il désigna vaguement la porte ranger mes affaires. Une ombre de déception passa sur le visage de Théo. Finissons les prières, dit Amélie doucement, mais son regard transperça Julien comme un couteau. Il recula dans le couloir. Continuez, je vous en prie. Sa voix sonnait creuse. D'un pas incertain, il longea le corridor la main sur la rampe comme s'il était ivre. Dans son bureau, il ferma la porte et s'adossa contre le bois. Ses enfants avaient été priés. Ses enfants sauvages en colère blessés avaient été à genoux les mains jointes, parlant de biscuits, de jardin et de peur envolée. Théo avait dit qu'il n'avait plus peur. Quand avait, il commençait à avoir peur. Quand Julien avait, il cessait de le remarquer. Les images des 3 enfants, leurs yeux fermés, leurs visages paisibles s'imprimaient dans son esprit. Amélie leur avait appris à exprimer de la gratitude, à nommer leurs émotions, à demander de l'aide, à quelque chose de plus grand que eux, tout ce qu'ils n'avaient jamais pu leur offrir. Julien glissa le long de la porte jusqu'à s'asseoir par terre. Son costume sur mesure, qui avait coûté des milliers d'euros, se froissa. Ses chaussures italiennes s'étendaient maladroitement devant lui. Pour la première fois depuis 3 ans, depuis que sa femme Céline les avait quittés, sans un regard en arrière. Julien Deschamps
pleura. Les larmes brûlaient ses joues, sa respiration était saccadée, et il pressa ses mains sur son visage pour étouffer tout son. Combien de temps resta-t-il ainsi? 10 minutes. 1 heure quand il put enfin respirer, à nouveau quand il essuya ses larmes avec la manche de sa chemise froissée. Une chose était claire. Il avait vécu comme un fantôme dans sa propre maison. Pendant des mois, il avait travaillé jusqu'à minuit, voyagé 3 semaines par mois, évité les regards de ses enfants parce qu'ils lui rappelaient tout ce qu'il avait perdu. Et une femme de Lyon dans une robe simple et avec une voix douce avait rendu à ses enfants quelque chose dont il ignorait même qu'ils en avaient besoin: l'espoir, la paix, la foi. Julien se leva les jambes tremblantes. Dans le miroir de son bureau, il vit un homme aux yeux rouges, à la cravate, de travers aux cheveux ébouriffés, un homme qui se réveillait d'un cauchemar de 3 ans. Il saisit son téléphone et consulta son agenda: une réunion à Londres, mardi une conférence à Dubaï, jeudi un dîner avec des investisseurs samedi. Un par un, il commença à tout annuler. Son assistante répondit après le 3e message par un point d'interrogation. Julien écrivit une seule phrase. Urgence familiale. Je reste à la maison jusqu'à nouvel ordre. Il rangea son téléphone et quitta le bureau. La villa était silencieuse. Il était presque 9 heures du soir. Doucement, il monta l'escalier. La porte de la chambre des enfants était entr'ouverte, un faible rayon de lumière filtrait par l'entrebâillement. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Amélie était assise sur une chaise entre les 3 lits qu'elle avait poussés contre le mur. Un livre reposait ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Les 3 enfants dormaient profondément, leur respiration calme et régulière. Elle leva les yeux et le remarqua. Cette fois, Julien ne détourna pas le regard. 2 mois plus tôt, Julien avait à peine levé les yeux lorsque Amélie était entrée dans son bureau. « Monsieur Deschamps, voici, mademoiselle Amélie Dubois avait dit, Madame Laurent, sa gouvernante, d'une voix lasse. Elle postule pour le poste de nourrice. »« Ah ah !» avait marmonné Julien, continuant à taper un email. Expérience, un bref silence. 3 ans à m'occuper de mes neveux à Lyon, répondit une voix féminine douce. Je suis institutrice, mais l'école où je travaillais a fermé. Julien leva les yeux une seconde. La femme devant lui avait peut-être 27 ans, les cheveux bruns attachés en une queue de cheval simple. Une robe propre, mais sans prétention, pas de maquillage, pas de bijoux, des mains scalleuses, témoignant d'un travail dur. Rien en elle ne semblait impressionnante, rien n'indiquait qu'elle pourrait gérer 3 enfants de 6 ans qui, au cours des 18 derniers mois, avaient poussé 7 nourrices au bord de la crise de nerfs. Référence, demanda-t-il les yeux à nouveau sur son écran. Le père Bernard de la paroisse Saint-Joseph à Lyon peut en fournir, répondit-elle, ainsi que la directrice de l'école où j'enseignais. Un prêtre et une directrice d'école de province. Julien réprima un sourire amer. Les enfants ont 6 ans, dit-il sans la regarder. Ils vont au lycée international, terminent à 3 heures. Ils ont besoin d'aide pour les devoirs d'activité de discipline. La dernière nourrice a démissionné parce qu'Héloïse a renversé du jus sur son sac de créateur. Je comprends, dit Amélie. Ils ne dormiront pas, ils crieront, casseront des choses, diront qu'ils vous détestent et qu'ils me détestent. Je sais. Quelque chose dans son ton poussa Julien à la regarder vraiment. Amélie Dubois soutint son regard avec des yeux sombres et calmes, sans peur, sans arrogance, juste une étrange sérénité qu'il ne pouvait pas déchiffrer. « Pourquoi voulez-vous ce poste ?» demanda-t-il brusquement. « Ma mère est malade, » répondit-elle. « Elle a besoin d'un traitement en ville. Les enseignantes à Lyon ne gagnent pas beaucoup.
Au moins, elle était honnête, sans discours, sur une vocation ou l'amour des enfants. Madame Laurent vous expliquera le salaire et les conditions, dit Julien en fermant son ordinateur portable. Vous pouvez commencer demain. Je pars pour Tokyo jeudi. Pas d'autres questions, demanda T.L. Pas le temps, dit-il en rangeant ses affaires dans sa mallette. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Les 7 dernières n'ont pas marché. 7 en 18 mois, répéta Amélie lentement. Ma mère a essayé d'aider la première année après que ma femme nous a quittés, dit Julien plus durement qu'il ne l'avait voulu. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite sont venus les nourrices professionnelles avec leurs diplômes et leurs méthodes. Ça n'a pas fonctionné non plus. Amélie hocha la tête comme si elle comprenait quelque chose qu'il n'avait pas exprimé. Je vais essayer, monsieur Deschamps. Ne me promettez rien, dit-il en passant devant elle vers la porte. Contentez-vous de les garder en vie jusqu'à mon retour. Il ferma la porte sans attendre de réponse. Dans le couloir, Madame Laurent le rattrapa. « Monsieur, elle n'a pas les qualifications des autres. Les autres ont tenu 2 mois chacune, coupa Julien. À ce stade, j'embaucherais n'importe qui ne s'enfuit pas la première semaine. Les enfants empirent. L'institutrice du lycée a encore appelé. Léo a frappé un camarade. Julien serra sa maillette plus fort. « Occupez-vous en Madame Laurent. C'est pour ça que je vous paye. » Il descendit de l'escalier avant qu'elle ne puisse répondre. Amélie arriva à la Villa Deschamps le lendemain matin à 7 heures. La propriété était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, haut plafond sol, en marbre, œuvre d'art, aux murs, valant probablement plus que la maison de ses parents à Lyon. Pourtant, elle semblait vide comme un musée coûteux où personne ne vivait vraiment. Les enfants se réveillent à 7h30, expliqua Madame Laurent en lui montrant la cuisine. Margot prépare le petit déjeuner. Vous les emmenez au lycée à 8h, vous les récupérez à 3h. Devoir collation, bain dîner à 7h, coucher à 8. Monsieur Deschamps est presque toujours absent. Sa voix s'adoucit. Il travaille tard, voyage constamment. Depuis que sa femme est partie, il y a 3 ans. A-t-elle, elle, un contact avec les enfants, demanda Amélie. Aucun. Madame Laurent soupira. Elle a épousé un homme d'affaires allemand 6 mois après son départ. Je crois qu'elle a oublié qu'elle avait des enfants. Amélie sentit son estomac se nouer. Quel âge avaient les enfants quand elle est partie? 3 ans. Ils venaient juste de quitter les couches. 3 ans sans mère. 3 ans avec un père qui se cachait derrière des réunions et des voyages. Tout prenait soudainement sens. « Je vais les rencontrer, dit Amélie en se dirigeant vers l'escalier. Les chambres des enfants étaient au 2e étage, 3 portes côte à côte. Amélie frappa à la première. « Je veux pas aller à l'école » cria une voix d'enfant de l'intérieur. Elle ouvrit la porte avec précaution. Un garçon aux cheveux bruns ébouriffés était assis sur son lit les bras croisés. Sa chambre était impeccable, trop impeccable, comme si personne n'y jouait vraiment. « Bonjour, je suis Amélie. Je m'en fiche, va-t'en. Tu dois être Léo. » Et alors Amélie s'assit par terre à sa hauteur. « Alors tu es l'aîné des triplés, c'est ça. Ça veut dire que tes frères et sœurs te suivent. Ça doit être dur. » Léo cligna des yeux perplexes. « Quoi? Toujours être responsable. Devoir être fort même quand tu as peur. » Des larmes jaillirent dans les yeux de Léo qu'il tenta de chasser en clignant. « J'ai pas peur. Et toi, tu vas partir comme les autres stupides nourrices, » peut-être dit Amélie. « Mais tant que je suis là, je ne te laisserai pas seul. » Léo attrapa un dinosaure en peluche et le lança violemment sur elle. Le jouet heurta son épaule. Amélie ne tressaillit pas, ne cria pas, ne se leva pas en colère comme il s'y attendait. Elle ramassa le dinosaure
et le posa doucement sur le lit. « Je vois que tu es très en colère. Quand tu seras prête à parler, je serai en bas à préparer le petit déjeuner. » Elle quitta la pièce et ferma la porte doucement. Dans le couloir, Héloïse l'attendait, les poings serrés. À la troisième porte, Théo pleurait en silence. Ce serait une longue journée. À 10 heures du soir, après une journée de cris, une bataille pour les devoirs du jus renversé sur sa jupe et des insultes que aucun enfant de 6 ans ne devrait connaître, Amélie mit enfin les enfants dans leurs chambres. « Pourquoi dorment-ils séparément ?» demanda-t-elle à Margot, la cuisinière, qui lui offrait du thé avec compassion. Monsieur Deschamps a lu que les enfants ont besoin d'indépendance, répondit Margot. Dormir ensemble les rendrait dépendants. Amélie sentit une colère, une vraie colère envers un homme qui lisait des livres au lieu de voir ses enfants. Elle attendit que la maison soit silencieuse. Puis, un par un, elle transporta les 3 petits lits des chambres séparées dans la plus grande chambre d'enfants et les aligna contre le mur. Léo se réveilla en premier. « Qu'est-ce que tu fais? »« Vous êtes frères et sœurs, » dit Amélie en positionnant le dernier lit. « Les frères et sœurs ne dorment pas seuls. » Héloïse apparut à la porte, se frottant les yeux. « Papa va être fâché. »« Je parlerai avec lui, » dit Amélie. Théo arriva en dernier, traînant sa couverture préférée. « Ils vont nous séparer encore. » Amélie s'agenouilla devant les 3 enfants dans leurs pyjamas froissés, leurs yeux pleins de peur. « Écoutez bien, dit-elle, d'une voix ferme. Peu importe à quel point vous criez, peu importe ce que vous cassez, peu importe les mots méchants que vous me dites, je ne partirai pas. »« Tout le monde dit ça, » murmura Léo. « Je ne suis pas tout le monde, » répondit Amélie, « et je vais le prouver. » Les 3 enfants la regardèrent un mélange d'espoir et de peur, comme s'ils voulaient la croire, mais n'osaient pas. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, les 3 dormirent ensemble. Amélie resta sur une chaise à leur côté jusqu'à ce que leur respiration devienne profonde et calme. Dans l'obscurité silencieuse de la froide villa, elle fit une promesse que seul Dieu pouvait entendre. « Je leur rendrai ce qu'on leur a pris, même si cela coûte toute mon âme. » La 3e semaine, la directrice du lycée international appela. Amélie décrocha le téléphone, le cœur battant, tandis que Margot surveillait les enfants dans la cuisine. « Mademoiselle Dubois. »« Léo a encore frappé un camarade, » dit la directrice. « Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il frappe » demanda Amélie calmement. Une pause surprise à l'autre bout. « Pardon, Léo ne frappe pas sans raison. Quelque chose l'a provoqué. »« Eh bien, l'autre garçon a dit que la mère de Léo l'avait abandonné parce qu'il était laid. » Amélie ferma les yeux. « J'arrive. » Elle trouva Léo devant le bureau de la directrice, les poings encore serrés, un bleu sur la joue, les yeux rouges de larmes. Amélie s'assit en silence à côté de lui. « Dis pas que c'était mal, » marmonna Léo. « Je le sais déjà. Est-ce ce que ta main te fait mal? » Léo la regarda confus. « Un peu. Est-ce que ta main te fait plus mal ou ton cœur? » Les lèvres de Léo tremblèrent. « Mon cœur. » Amélie le prit dans ses bras. Léo résista 3 secondes avant de s'effondrer en sanglots contre son épaule. « Ce que le garçon a dit est un mensonge, » murmura Amélie à son oreille. « Ta mère n'est pas partie parce que tu es laid ou mauvais. Elle est partie parce qu'elle était brisée à l'intérieur et ça n'a rien à voir avec toi. »« Alors pourquoi ça fait si mal ?» demanda Léo, la voix étouffée. « Parce que ça fait mal quand les gens qu'on aime nous blessent, mais la douleur ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. » Léo s'accrocha à sa robe comme à une bouée dans l'océan. La directrice les observait par la fenêtre, son expression adoucie. Plus tard, dans l'après-midi, pendant que les enfants se changeaient au thé pour le goûter,
Amélie explora le jardin derrière la villa. Elle avait entendu le chauffeur, M. Paul, mentionner une serre abandonnée. Elle la trouva derrière un mur de pierre envahi de lierre. Les vitres étaient ternies par la poussière, les plantes à l'intérieur mortes depuis longtemps, mais quelque chose dans cet endroit oublié l'attirait. « Qu'est-ce que tu fais ici? » La voix d'Héloïse la fit sursauter. Les 3 enfants l'avaient suivi curieux. « J'ai trouvé un trésor, » dit Amélie en ouvrant la porte vitrée grinçante. « C'est pas un trésor, » grogna Théo. « C'est tout moche. »« Maintenant, c'est moche, » dit Amélie, « mais on pourrait le réparer. »« Pourquoi? » demanda Léo sceptique. Amélie s'agenouilla parmi les pots cassés et la terre sèche. « Pour un jardin secret. Un endroit rien que pour vous, où vous pouvez planter des choses, vous salir les mains et parler de vos sentiments sans que personne ne vous juge. » Héloïse donna un coup de pied dans un pot. Papa dit que se salir, c'est pour les enfants mal élevés. « Ton papa se trompe, » dit Amélie simplement. « Se salir, c'est pour les enfants qui sont vivants. » Les 3 frères et sœurs échangèrent des regards. « On peut casser des trucs ici, » demanda Héloïse avec espoir. « Vous pouvez casser des vieux pots si vous avez besoin de laisser sortir votre colère, » dit Amélie. « Mais vous créerez aussi quelque chose de nouveau. Un jardin qui grandira avec vous. » Théo s'approcha timidement. « Et si on ne sait pas comment le faire pousser, » Amélie sourit. « Alors on apprendra ensemble. » C'est comme ça que fonctionnent les choses importantes. On ne sait pas tout au début. On apprend pas à pas. La 2e semaine dans le jardin secret, Héloïse accepta enfin qu'Amélie la prenne dans ses bras, sans la repousser. Ils avaient été plantés des tournesols et Héloïse avait enfoncé les mains dans la terre avec une intensité comme si elle voulait s'y enterrer. « Je déteste que papa ne soit jamais là, » dit-elle soudainement. Amélie continua à planter. « Qu'est-ce qui te manque le plus chez lui? Rien. Il est jamais là. Mais s'il était là, qu'est-ce que tu voudrais faire avec lui? » Héloïse essuya ses mains sur son pantalon, laissant des traces de terre. « Jouer au foot. » Les autres nourrices disaient que le foot c'était trop sauvage, que je pourrais me faire mal. « Le foot, ce n'est pas sauvage, c'est amusant, » dit Amélie. « À Lyon, je jouais tout le temps avec mes neveux. »« Vraiment? » demanda Héloïse, les yeux brillants, pour la première fois. « Vraiment. » Héloïse l'enlaça alors rapidement et maladroitement avant de courir le dire à ses frères. Amélie resta assise parmi les nouvelles plantes, sentant quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Margot apparut à la porte de la serre avec un sourire. « Ce que tu fais avec ces enfants, c'est un miracle. »« Pas un miracle, » dit Amélie. « Juste de l'amour. Quelqu'un aurait dû leur en donner dès le début. » Le soleil brillait doré à travers les fenêtres de la villa des Champs lorsque Julien entra dans la cuisine. C'était un samedi matin, le premier depuis des années sans réunion ni vol. Les enfants étaient assis à la table. Léo griffonnait avec un crayon, Héloïse tenait un ballon de foot. Théo fixait un livre. Amélie coupait des fruits sur le plan de travail fredonnant doucement. « Bonjour, » dit Julien, la voix rauque. Papa cria Héloïse en sautant de sa chaise, laissant tomber le ballon. « Tu joues au foot avec nous aujourd'hui. » Julien hésita. Du foot, il n'avait pas touché un ballon depuis des années. Mais le regard d'Héloïse était irrésistible. « Après le petit déjeuner, » dit-il. Amélie se retourna un sourire aux lèvres. « Ça leur fera plaisir, Monsieur Deschamps. » Julien corrigea Théil avec un petit sourire. Elle hocha la tête et retourna à ses fruits. Julien s'assit avec les enfants incertains de comment entamer une conversation. « Papa tout aime les tournesols » demanda soudain Théo. « Les tournesols » répéta Julien. « On les a plantés dans le jardin secret » dit Léo.
Amélie dit qu'il pousse si on en prend soin. Jardin secret demanda Julien curieux. Dans l'ancienne serre, expliqua Héloïse. Notre endroit pour parler. Julien regarda Amélie qui faisait semblant de ne pas écouter. Montrez-le-moi tout à l'heure, dit-il. Les enfants rayonnèrent et la cuisine sembla soudain un foyer. Julien commença à passer plus de temps à la maison. Avec l'aide d'Amélie, il apprit à redécouvrir ses enfants. Un après-midi, dans le jardin secret, Léo lui montra un papier. « Je souhaite que papa soit plus souvent là. » Julien sentit une douleur aiguë. « Je suis là, Léo, dit-il doucement. »« Pour combien de temps ?» demanda Léo. « Aussi longtemps que vous aurez besoin de moi, » répondit Julien. Amélie, qui tassait la terre autour d'une plante, le regarda. « Ce qui compte, c'est à quel point vous êtes là, dit-elle. Vous écoutez. Ça compte. » Julien hocha la tête sans voix. Il commençait à comprendre que ses enfants avaient besoin de son amour, pas seulement de sa présence. Un dimanche, Amélie introduisit une tradition de Lyon. Après le dîner, elle alluma une bougie. Chacun dit ce qui l'a rendu heureux cette semaine, expliqua T.L. Héloïse commença à jouer au foot avec papa sans qu'il réponde au téléphone. Julien rougit. Combien de fois les avait-il ignorés? Théo parla, Amélie m'a aidé à écrire un poème. Un poème? Demanda Julien. Théo lut timidement quelques lignes sur les étoiles. Julien applaudit et Théo rayonna. Léo prit la parole. Quand papa arrive dans le jardin. J'étais heureux aussi, dit Julien, la voix chargée d'émotion. Parce que je vous connais mieux. Amélie sourit. Les petits moments sont les plus beaux cadeaux. L'harmonie fut brisée lorsque Madame Claire Deschamps, la mère de Julien, apparut. Sa voix résonna dans le jardin. « Julien, où es-tu les enfants ?» se figèrent. Grand-mère murmura Théo. « Continuez à jouer, dit Julien en allant à sa rencontre. Claire se tenait dans le hall impeccable, dans un tailleur crème. « Pourquoi as-tu de la terre sur ton pantalon ?» demanda T.L. « J'ai joué avec les enfants, » répondit Julien. « Jouer. » Claire haussa un sourcil. Les familles comme la nôtre ne se roulent pas dans l'herbe. « Que veux-tu, mère ?» demanda-t-il sèchement. « J'ai entendu parler de la nourrice, » dit Claire, « et que tu annules des voyages. »« Je suis père, » dit Julien. « J'aurais dû l'être plus tôt. »« Et ça a un rapport avec elle ?» demanda Claire. « Tu sais ce que ça semble. »« Ça semble quoi ?» demanda Julien. « Un millionnaire qui tombe amoureux de la nourrice, dit-elle. Un scandale. Je l'aime, admis, Julien, les mots pesants. Gratitude, Julien dit Claire. Elle t'a rendu tes enfants. Ce n'est pas de l'amour. Tu te trompes, dit-il. Pense à ta réputation, dit Claire. Et à elle. Que se passera, t-il si le scandale l'a détruit? Julien resta silencieux. Claire lui tendit une carte. Isabelle Moreau, avocate. Approprié. Je ne suis pas intéressé, dit Julien, prenant la carte pour mettre fin à la conversation. Quelques jours plus tard, Claire invita Amélie à déjeuner dans un restaurant de luxe à Marseille. Amélie entra le cœur battant. Les lustres scintillaient, les serveurs jaugeaient sa robe simple. Claire l'attendait parfaite dans ses perles. « Mademoiselle Dubois, » dit Claire, « asseyez-vous. » Amélie s'assit, le dos droit. « Madame Deschamps, j'ai commandé, » dit Claire. « Le saumon est excellent. »« D'accord, » dit Amélie. « Vous êtes différente des autres nourrices, » commença Claire. « Les enfants vous aiment. »« Merci, » dit Amélie. « Mais il y a un problème, » dit Claire. « Mon fils est amoureux de vous. » Amélie retint son souffle. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« S'il vous plaît, » dit Claire. « Je vois comment il vous regarde. »« Et vous, lui. »« Je suis son employé, » dit Amélie. « Exactement, » dit Claire. Elle fit glisser une enveloppe sur la table. 2 millions d'euros. Amélie se figea. « Pourquoi démissionner ?»
et retournez à Lyon, dit Claire. Sans scandale. Les enfants s'en remettront. Amélie sentit la colère monter. Je ne veux pas de votre argent. Alors faites-le pour Julien, dit Claire. Protégez-le du scandale, de la ruine. Amélie ferma les yeux. Claire avait raison. Le monde ne l'accepterait jamais. Je démissionne, dit-elle, mais pas pour votre argent, pour ma dignité. Elle se leva et quitta le restaurant, laissant l'enveloppe intacte. L'après-midi, Amélie emmena les enfants dans le jardin secret. « Je dois vous dire quelque chose, commença-t-elle. « Tu pars, dit Léo immédiatement. « Ma mère est malade, dit Amélie. « Je dois rentrer à Lyon. »« Menteuse, cria Léo. « Je suis désolée, dit Amélie, les larmes aux yeux. « Je vous aime. Tu avais promis de rester, sanglota Théo. » Héloïse s'accrocha à elle. « Ne pars pas. » Amélie les serra fort pendant qu'ils pleuraient. Parfois, aimer, c'est laisser partir. Plus tard, Amélie fit sa valise. Chaque vêtement faisait mal, un dessin de Léo, un bracelet de Théo, un ballon signé par Héloïse. À 10 heures du soir, elle entendit Julien rentrer. Il ouvrit sa porte, vit la valise. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Théil. « Je pars, dit Amélie. « Ma mère t'a offert faire de l'argent, dit-il. »« Je ne l'ai pas pris, répondit-elle. »« Alors pourquoi » demanda Julien. « Parce que ça ne peut pas marcher, dit Amélie. « Vous êtes Julien Deschamps. Je ne suis qu'Amélie. »« Je t'aime, dit Julien. J'aime tout en toi. »« Mais j'aime aussi moi-même, dit Amélie, les larmes coulant sur son visage. « Je ne veux pas être un scandale. »« Tu n'es pas un scandale, dit Julien. »« Votre monde le verra ainsi, dit-elle. Et si ça se brise, je serai seul. » Julien bloqua la porte. « Je ne te laisserai pas partir. »« Vous n'avez pas le choix, dit Amélie. »« Je te choisis, dit Julien. »« Vous choisissez un fantasme, dit-elle. Prenez soin des enfants. Ils ont besoin de vous. »« Amélie, commença Julien. »« Adieu, dit-elle, en fermant la porte, le laissant dans le silence. » La route vers Lyon serpentait à travers les collines bordées de champs de lavande qui brillaient de pourpre au soleil du matin. Julien conduisait les mains crispées sur le volant. À l'arrière, Léo, Héloïse et Théo chuchotaient leurs voix mêlées d'espoir et de peur. À côté de lui, Madame Claire, les lèvres pincées. Le silence entre eux était lourd depuis qu'ils avaient quitté Aix en Provence 3 heures plus tôt. « Es-tu sûr qu'elle est à l'église » demanda finalement Claire, sa voix inhabituellement incertaine. « Margot a parlé avec la mère d'Amélie, répondit Julien sans quitter la route des yeux. Elle est à l'église Saint-Georges tous les matins. » Claire soupira. « Je ne l'aurais jamais renvoyée si j'avais su à quel point les enfants avaient besoin d'elle. » Julien la regarda surpris par cet aveu. « Tu l'as fait pour moi, dit-il. Mais tu avais tort. Je voulais te protéger, dit Claire. Ta réputation, notre famille. Ma famille, ce sont les enfants, dit Julien. Et Amélie. Claire resta silencieuse, les mains jointes. Les enfants se turent lorsque Lyon apparut à l'horizon. « Est-ce qu'elle reviendra » demanda Héloïse doucement. « Je l'espère, dit Julien. Mais nous devons lui montrer qu'on la veut. » L'église Saint-Georges était petite, avec une façade en pierre simple, qui brillait doucement au soleil matinal. Julien gara la voiture et les enfants sautèrent dehors avant qu'il ne coupe le moteur. Doucement cria « Ti ». Mais il courait déjà vers la porte de l'église. À l'intérieur, le silence régnait seulement troublé par le crépitement des bougies et le murmure des prières. Amélie était agenouillée sur un banc à l'arrière, les yeux fermés, les mains jointes. Ses cheveux bruns tombaient librement sur ses épaules et sa blouse simple la faisait paraître encore plus fragile. Amélie, cria Théo, sa voix résonnant dans l'église. Amélie ouvrit les yeux, son visage figé de choc,
en voyant les 3 enfants courir vers elle. Elle se leva juste à temps pour attraper Héloïse qui se jeta dans ses bras. Léo et Théo suivirent leur petit corps tremblant de larmes et de joie. « Vous êtes là !» murmura Amélie, la voix brisée. « Pourquoi êtes-vous là ?»« Parce qu'on t'aime, » dit Léo, la voix ferme malgré les larmes. « Tu avais dit que tu ne partirais pas, » dit Théo. « J'ai dû, » dit Amélie, les yeux pleins de larmes. « Mais vous m'avez tellement manqué. » Julien s'approcha Claire à ses côtés. Amélie le regarda, son regard mêlant douleur et d'espoir. Julien dit « elle ». Amélie commença-t-il, la voix tremblante. « J'ai tout fait de travers. Je t'ai laissé partir parce que je pensais que je ne pouvais pas te retenir. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Les enfants ne peuvent pas. » Amélie secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Votre monde, mon monde est ici, » coupa Julien, désignant les enfants. « Avec toi. Avec eux. Je n'ai pas besoin de réputation d'empire si je vous ai. » Claire s'avança moins rigide qu'à l'accoutumée. « Mademoiselle Dubois, » dit-elle, « j'ai fait une erreur. Je pensais protéger ma famille, mais j'ai failli la détruire. Veuillez me pardonner. » Amélie cligna des yeux surprise par les mots de Claire. « Je comprends pourquoi vous l'avez faite, » dit-elle, « mais je ne peux pas revenir si cela signifie blesser les enfants ou moi-même. »« Tu ne le feras pas, » dit Julien. Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla devant elle au milieu de l'église, sous les yeux des enfants et de l'assemblée silencieuse. « Amélie Dubois, je t'aime. Je veux une famille avec toi, avec nos enfants, sans secret, sans scandale. Veux-tu m'épouser? » Amélie le fixa, des larmes coulant sur son visage. « Julien, dis oui, » murmura Héloïse en tirant sur sa manche. « S'il te plaît, » ajouta Théo. Léo prit sa main. « On a besoin de toi. » Amélie rit à travers ses larmes, un son mêlant douleur et joie. Mais elle hésita, son regard glissant vers les visages de l'assemblée qui l'observait. Une femme âgée s'avança d'un banc. Son visage était ridé, mais ses yeux brillaient de chaleur. Amélie dit-elle doucement, « Je suis Sophie, ta mère. Si tu aimes cet homme, si tu aimes ses enfants, alors laisse le monde parler. L'amour en vaut la peine. » Amélie regarda sa mère, puis les enfants, puis Julien, toujours à genoux. « Oui, » murmura-t-elle enfin. « Oui, je veux. » Les enfants poussèrent des cris de joie, se jetant dans ses bras. Julien se leva, attira Amélie contre lui et l'embrassa, tandis que l'assemblée applaudissait certains avec des larmes aux yeux. Claire essuya discrètement une larme. 1 an plus tard, Julien, Amélie et les enfants se tenaient dans une petite église à Lyon. Amélie portait une robe blanche, simple, cousue par Sophie. Léo, Héloïse et Théo portaient des couronnes de fleurs qu'ils avaient tressées dans le jardin secret. La cérémonie était intime, seulement les amis proches et la famille, mais l'air était empli d'amour. Après les vœux, Héloïse sortit un papier froissé de sa poche. « C'est du jardin secret, » dit-elle. « Notre souhait. » Amélie lut à haute voix, « Nous souhaitons qu'Amélie soit notre famille pour toujours. » Les invités rirent et applaudirent. Julien prit la main d'Amélie. « Ce n'est plus un souhait, dit-il. C'est notre vérité. » Quelques mois plus tard, ils étaient assis dans le jardin secret, les tournesols hauts, la terre fraîchement plantée. Amélie alluma une bougie comme le voulait leur tradition. « Qu'est-ce qui vous a rendu heureux cette semaine ?» demanda-t-elle. « Qu'on est une vraie famille maintenant, dit Léo. « Que tu ne nous quitteras jamais, dit Héloïse. « Que je n'ai plus peur, dit Théo. » Julien regarda Amélie. « Que j'ai appris ce qui compte vraiment, dit-il, toi. » Les enfants, cet instant. Amélie sourit, sa main posée sur son ventre,
où une nouvelle vie grandissait. Pour moi, c'est qu'on est ensemble, dit-elle, qu'on est là malgré tout en famille. Ils joignirent les mains, prièrent en silence et rendirent grâce pour l'amour qu'ils avaient trouvé. Le jardin, autrefois à l'abandon, fleurissait désormais symbole de leur nouvelle vie. Le monde extérieur pouvait parler, juger, douter. Mais à cet instant, sous le ciel étoilé d'Aix, en Provence, la famille Deschamps était complète. Ils avaient appris que l'amour est plus fort que l'argent, plus fort que les préjugés, plus fort que la peur. Et ainsi, ils continuèrent à vivre imparfait, mais authentique, une famille qui priait ensemble, riait ensemble et s'aimait ensemble pour tous les jours à venir.